Alors, je vais demander à Éric Puiset, s'il veut bien, maître de conférence, directeur du programme au Collège international de philosophie à Paris, Éric Puiset, de nous parler de Visiter les pauvres, charité et traitement social de la misère. Vous voyez bien que nous sommes très... J'ai l'impression que vous voulez me quitter d'un seul coup. Pas du tout. Vous voulez bien rester avec moi, ça me fait très plaisir. Vous êtes une stabilité ici, il faut le savoir, tous les deux. Très bien. J'ai vu, vous avez vu, d'un seul coup, j'avais Roger Gilles à côté de moi, et d'un seul coup, il a rajeuni, bravo. Bon, alors... On va dire qu'on va mal. Alors, suivant et précédent. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous rentrons dans la technique. Vous saviez que Jacques Ellul a eu des discours extraordinaires pour faire la critique à la fois du système technicien et bien sûr de la technique en général. Espérons que ça marche. Allons-y. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur Gilles, de me faire l'honneur de m'avoir invité aujourd'hui. C'est très impressionnant, ce parterre. Et en démarrant, permettez-moi une toute petite anecdote personnelle. Ça me permet de me souvenir d'un de mes anciens professeurs, il y a déjà quelques temps, qui avait la particularité rare en philosophie d'être professeur de philosophie, mais également docteur en médecine. Il s'agissait du professeur François Dagonier. Voilà. Enfin, je ne vais pas parler de moi tout le temps, mais je ne peux pas m'empêcher. Il a préfacé certains de mes livres, et je dois vous avouer que ces introductions étaient tout le temps d'une grande pertinence. C'est un grand philosophe. Oui, il a présidé mon jury. Élève de Bachelard, tout, etc. On est avec du lourd, là. Hein. Oui. Alors merci. on y va, on va voir l'élève. Et je me permets aussi, parce que, à ce tout petit moment personnel, puisque mon bon directeur de thèse est décédé à l'âge de 94 ans il y a 3 jours. Il s'agissait de Bernard Bourgeois de l'Institut de France, et il disait toujours qu'il fallait savoir honorer ses maîtres. Et donc, très modestement aujourd'hui, à quelques jours de son décès, je me permets d'avoir une pensée pour lui avec vous. Merci beaucoup en tous les cas pour cette invitation. Je vais essayer de vous parler un peu, en tenant mon temps également, de la question de la visite des pauvres, de la charité et du traitement social de la misère, au XIXe siècle en particulier. La visite aux pauvres n'est pas particulièrement une invention du XIXe siècle. Elle a déjà son rôle et sa fonction sous l'Ancien Régime, et on peut en retrouver de multiples exemples dans la littérature. J'en ai choisi un en particulier tout simplement parce qu'il s'agit d'un roman que beaucoup connaissent certainement, puisqu'il s'agit des Liaisons dangereuses de Coderlos de Laclos, publié en 1782. Soucieux de passer pour un homme vertueux aux yeux de la présidente de Tourvel, qui cherche à séduire, le vicomte de Valmont imagine un subterfuge sournois. Ayant appris qu'un père de famille du village allait être expulsé pour ne pas avoir payé la dîme, Valmont s'arrange pour faire une visite aux villageois. Payant les quelques sous de la dette du paysan, il voit alors s'approcher de lui une famille, père, mère et enfant, qui, devant le spectacle de la charité, s'exclament, je cite, « tombant tous aux pieds de cette image de Dieu ». Et Valmont d'ajouter, dans la lettre qu'il écrit à la marquise de Merteuil pour lui relater les faits, je le cite, « Dans le même instant, j'ai été entouré de cette famille, prosterné à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse, mes yeux se sont mouillés de larmes, et j'ai senti en moi un mouvement involontaire, mais délicieux. J'ai été étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien. Et je serais tenté de croire que ce que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste de payer à ces pauvres gens le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais pris 10 louis sur moi, je les leur ai donnés. Ici ont commencé les remerciements, mais ils n'avaient plus ce même degré de pathétique. Le nécessaire avait produit le véritable effet. Le reste, n'était qu'une simple expression de la reconnaissance et de l'étonnement pour des dons superflus. Bien que nous ayons affaire ici à un travestissement de l'acte de charité et de la visite par Valmont, ce qu'il nous dit nous en apprend tout de même des codes de la visite aux pauvres sous l'Ancien Régime. D'abord, celle-ci doit être proportionnée et mesurée.
donné outrancièrement, hors de mesure, ne provoque que l'étonnement, mais pas le grand, le véritable effet. Le pathétique, qu'il faut comprendre ici en son sens étymologique, pathos, l'émotion, la passion. Ce même pathos, donc, qui a presque envahi Valmont lui-même, ému aux larmes par la scène même qui l'a provoqué. Et en retour, cela engendre aussi une forme de plaisir qu'on éprouve en faisant le bien. La société d'ordre propre à l'Ancien Régime voit ainsi, dans la charité faite aux pauvres, une modalité du rapport à Dieu. Visiter les pauvres, c'est en quelque sorte mettre en œuvre concrètement une prière, c'est donner un accès au divin, le pauvre représentant en quelque sorte une médiation avec le divin, une figure de l'incarnation christique de la souffrance. Bien sûr, déjà, là, cette charité doit avoir de la mesure. L'excès de Valmont, lorsqu'il donne 10 louis, est précisément la marque de son libertinage. Trop donner efface la force pathétique du don. Cette société d'ordre de l'Ancien Régime fixait de manière quasi naturelle les places et les rôles. La Révolution française va bien sûr bouleverser cet ordre. Pour autant, elle ne met pas fin, hélas, à la misère et à la pauvreté. Elle va donc reprendre à sa manière l'idée de gouvernement économique chère au XVIIIe siècle et en particulier aux physiocrates pour lui donner un tour nouveau. La misère, désormais, ne sera plus appréhendée sur le mode d'un destin individuel de quelques mendiants, mais comme un défaut de l'ordre social nouveau. Il fallait donc que la question fût traitée par les pouvoirs publics. Le 22 Floréal en 2, la Convention nationale vote l'instauration d'un grand livre de la bienfaisance dans chaque district. Pour s'occuper des pauvres, il fallait donc préalablement pouvoir les identifier, les comptabiliser, les classer. Car désormais, la pauvreté n'est plus un état lié à une situation naturellement donnée, elle est l'effet d'un mauvais gouvernement, et de meilleures lois doivent pouvoir l'endiguer. Je cite, « Cette lèpre ambulante qui infecte notre société n'est pas tant le crime du mendiant que du législateur. Elle n'est soutenue que par les erreurs et les vices du gouvernement. Par conséquent, dans une république où tous les droits de l'homme sont reconnus, la destruction de la mendicité doit s'opérer rapidement par la seule sagesse des lois. » Ainsi s'exprime le député Beau de l'Aveyron dans son rapport et projet de décret sur la mendicité présenté à la Convention nationale au nom du Comité des secours publics. Il distinguait alors 3 types de pauvres. D'abord, ceux qui mendient par manque de travail, de manière saisonnière. La deuxième catégorie sont ceux qu'il appelle les pauvres honteux, selon l'usage de l'époque. Ce sont ceux qui sont conduits à la pauvreté par leur malheur ou, je cite, par leur inconduite. La troisième catégorie de classement des pauvres sont ce qu'il appelle, je le cite, les mendiants d'habitude, les vagabonds de race. Première sorte de classement des pauvres, donc, méritant des types de traitements différenciés, mais toujours dans une optique unique, mettre les pauvres au travail, je cite à nouveau le rapport à la Convention, il faut, citoyens, conquérir à la société ces 3 classes d'hommes inoccupés et voués jusqu'ici par État à une coupable et dangereuse oisiveté. L'agriculture, le commerce et les arts réclament leurs bras. En leur imposant la nécessité du travail, vous les ramènerez à la nécessité d'être des citoyens utiles et vertueux. Les pauvres étaient alors encore assimilés à des malades, et les comités de mendicité dépendaient de l'hôpital. La pauvreté était considérée comme une maladie du corps social. Mais on commence alors à rêver à la déshospitalisation de l'indigence, pour reprendre un terme de Michel Foucault dans La naissance de la clinique. Et c'est le travail qui le permettra. Mais il faut, comme pour la maladie, connaître la pauvreté, la comprendre, la rationaliser, en déceler les symptômes et en adapter le traitement. Pour réformer la société et endiguer l'indigence, il faut d'abord la connaître. Alors celui qui certainement incarnera le mieux cette position dans la première moitié du XIXe siècle est Joseph-Marie... Ah, j'ai oublié cette diapo, c'est pas grave. Celle-là aussi. Celui donc qui incarnera le mieux cette position, c'est Joseph-Marie de Gérondeau, né en 1772 et mort en 1842. De Gérondeau connut un destin assez particulier au XIXe siècle. Lyonnais d'origine, il se destinait aux ordres lorsque le siège de Lyon le pousse à entrer dans l'armée. Risquant de peu la mort par 2 fois, il s'exilera quelque temps en Suisse puis en Allemagne, où il épousera Anne de Ratzenhausen, qui deviendra une proche de Madame de Staël.
Durant un congé militaire, il présente un mémoire pour un prix de l'Institut de France répondant à la question « Déterminer quelle a été l'influence des signes sur la formation des idées ». Ce mémoire reçoit le 2e prix, mais surtout, il attire l'attention sur le jeune homme de 29 ans, tant et si bien que Garat et Neufchâteau obtiennent du ministre de la Guerre un congé illimité pour lui permettre de travailler. Neufchâteau sera bientôt destitué du ministère de l'Intérieur, le fameux 18 Brumaire, mais obtiendra de son successeur, Lucien Bonaparte, une nomination pour Gérandeau comme secrétaire du bureau consultatif des arts et du commerce au ministère de l'Intérieur. Gérandeau sera d'ailleurs le créateur de la première caisse de retraite du ministère de l'Intérieur. Ainsi débute donc sa longue carrière au service de l'État. Remarqué par l'empereur, il fut d'abord nommé maître des requêtes au Conseil d'État, puis gouverneur de Rome, puis de Catalogne, et terminera comme conseiller maître au Conseil d'État et conjointement professeur de droit administratif à la Sorbonne. Gérandeau a une œuvre tout à fait singulière. Il est l'auteur de la toute première histoire de la philosophie publiée en France et traduite rapidement en Allemagne, mais il est aussi l'un des grands précurseurs du droit administratif et de son introduction dans l'université française. Mais surtout, et pour ce qui nous intéresse, il s'intéressera très tôt au traitement de la misère. Je passe par manque de temps sur la variété de sa carrière et de ses travaux pour m'arrêter sur l'une de ses œuvres en particulier et qui nous intéressera ici au premier chef et qui s'intitule « Le visiteur du pauvre ». La visite aux pauvres s'était répandue depuis le début du XIXe siècle, plus spécialement dans les congrégations religieuses, tout particulièrement dans la récente Société de Saint-Vincent de Paul créée en 1833. Il n'y a pas singulièrement d'originalité chez de Gérandeau à encourager cette visite aux pauvres. Mais ce qu'il y a d'original, c'est qu'il va tâcher de lui donner un tour rationalisé et administré. Il va chercher à l'organiser sous les auspices des services administratifs de l'État, plutôt que de la laisser aux entreprises aléatoires de la charité privée ou religieuse qu'il juge inférieure. Pour bien organiser la charité publique, Gérandeau va donc expliquer qu'il faut bien connaître les indigents. Auteur au début du siècle d'un ouvrage important, souvent perçu comme l'ancêtre de l'anthropologie, intitulé « Considérations sur les diverses méthodes à suivre pour l'observation des peuples sauvages », Gérandeau va ainsi préconiser une méthode d'observation sociale afin de catégoriser, de classer les différents types de misère, de pauvreté ou d'indigence. Dans ce moment de révolution industrielle, où la misère grandit de manière exponentielle et inquiétante, la situation des pauvres devenait, dans toute l'Europe, mais surtout en France et en Grande-Bretagne, l'objet de très nombreuses études savantes, mais aussi l'objet d'une inquiétude croissante des pouvoirs publics. Mais à un moment de l'histoire où la statistique publique n'est pas encore considérablement développée, ce qui manquait surtout, c'était une connaissance précise de la situation des pauvres. Il fallait donc dénombrer les pauvres, les observer selon une méthode scientifique. C'est ainsi qu'on prit appui sur la méthode que de Gérandeau avait proposée pour l'observation des peuples sauvages. De la même manière qu'une science de la nature s'était appuyée sur une classification, on va chercher à fonder ainsi une science de l'homme. Comme le dira le sociologue Gérard Leclerc, je le cite, « La connaissance de l'ouvrier et de l'indigent va remplacer celle de l'indigène et du sauvage comme source de la science de l'homme. » C'est ainsi que vont apparaître les premières enquêtes sociales. C'est aussi l'intrication des logiques administratives et savantes qui ont fait des pauvres un objet constitutif des sciences du social. Mais il ne suffit pas, selon Gérandeau, d'établir des dénombrements. Je le cite. « Que sert-il à dire qu'il y a tant d'indigents si vous ne pouvez pas dire ce qu'est un indigent ? Le dénombrement, fût-il exact et régulier, n'explique rien s'il n'est accompagné d'une classification méthodique. Et précisément, ce qui permet de comprendre l'indigence, de la définir, de la circonscrire, ce sera, selon Gérandeau, la visite aux pauvres. L'ouvrage de Gérandeau, Le visiteur du pauvre, était initialement une réponse à la question posée par l'Académie de Lyon, comme vous le voyez ici, indiquer les moyens de reconnaître la véritable indigence, de rendre l'aumône utile à ceux qui la donnent comme à ceux qui la reçoivent. L'auteur a par la suite étayé son propos, il l'a augmenté de ses observations, mais surtout de son expérience professionnelle.
puisque Gérondeau, à cette époque, était également administrateur du bureau de la charité du 11e arrondissement de Paris, fondateur de la Société des établissements charitables, fondateur de la Caisse d'épargne, fondateur de l'asile ouvroir à destination des filles mères et vice-président de la Société philanthropique. L'ouvrage a donc une portée à la fois théorique, du point de vue du droit administratif naissant, mais aussi, et surtout, de son point de vue, une portée pratique. Il vise à proposer aux visiteurs des pauvres, qui deviendra un corps auxiliaire de l'État, une sorte de manuel que cet ouvrage représente. Le premier élément qu'il importe de retenir ici, c'est que Gérondeau tire au fond les conséquences du devoir d'assistance de l'État. En effet, la Constitution de 1793 avait déjà posé dans son article 21 la dette sacrée de la nation. Je cite, « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, car soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » Toutefois, cette dette sacrée n'ouvre pas précisément un droit individuel des indigents, mais plutôt une sorte de droit de l'indigence. Le choix de ce terme générique situe le problème au niveau du droit public et permet d'éviter la création de droits subjectifs pour les pauvres. Si le seul droit des indigents est dès lors de se faire connaître, il a pour corrélatif l'obligation pour l'État de connaître les indigents. Ainsi, précisément, connaître les indigents, Gérondeau va préconiser pour cela la visite par ce corps auxiliaire qu'il faut désormais former. Pour rendre cette visite efficace, il propose un outil de mesure qu'il appelle l'endéiamètre. Le terme est formé sur les racines grecques endeia, le manque, le besoin, et métron, la mesure. L'endéiamètre devra donc servir, selon son étymologie, à mesurer le besoin réel de l'indigent. Cet endéiamètre est en réalité un livret mis à la disposition du visiteur du pauvre et qui doit le remplir au fur et à mesure de ses visites. Chacun des volets du livret est particulièrement détaillé. La partie concernant l'indigent lui-même indique évidemment son état civil, sa situation de famille, le nombre de ses enfants, ses parents, leur situation, ses éventuelles infirmités, maladies, son aptitude ou non au travail. Il doit également être noté l'aide accordée. Hop, j'avance un petit peu, voilà. L'aide accordée, sa durée, sa provenance, s'il y a plusieurs donateurs. On s'attachera ensuite à ses besoins réels. C'est là en particulier que la visite est importante pour observer l'environnement de vie de l'indigent. Tout y est absolument détaillé, comme vous le voyez ici, depuis son habitat, le mobilier, l'habillement, le linge, sa nourriture, son hygiène, ses revenus, ses dettes éventuelles, les sommes versées aux enfants. On détaille aussi les dons en nature. Gérondeau prévoit également une page du livret pour indiquer la variation des secours. Cette idée est très importante puisque les secours ne doivent pas équivaloir à une somme fixe ou déterminée. Ils doivent toujours, selon lui, être légèrement inférieurs aux besoins. Il considère que si l'aide accordée aux pauvres est équivalente à leurs besoins, ils sombreraient dans l'oisiveté. Donc il faut toujours leur donner un petit peu moins. Je passe sur cet aspect. Mais dans le même temps, il y a quelque chose qui est comme une mise sous tutelle, en quelque sorte, du pauvre, dont la pauvreté est toujours soupçonnée d'être liée à un manque de tempérance, de prévoyance ou de capacité à gérer son budget. Ça explique cette dernière partie du livret de Gérondeau. Il s'agit d'évaluer les bonnes mœurs de l'indigent. En 1840, Honoré-Antoine Frégier, chef de bureau à la préfecture de la Seine, fait d'ailleurs paraître un ouvrage fort important qui s'appelle « Des classes dangereuses de la population des grandes villes et des moyens de les rendre utiles ». Apparaît alors cette thématique associant pauvreté et criminalité et qui fut fort bien étudiée il y a une cinquantaine d'années de ça par un professeur d'histoire du Collège de France, Louis Chevalier, dans son ouvrage célèbre « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Ce qui surtout semble particulièrement intéressant pour l'objet qui nous occupe ici, c'est qu'avec le visiteur du pauvre s'ouvre une pratique nouvelle à l'égard de la misère et de l'indigence. À la fois, elle devient un objet savant, un objet d'enquête,
Il se construit un savoir de la pauvreté, une anthropologie de la pauvreté, mais dans le même temps, il se construit aussi une administration des pauvres. Et l'une et l'autre, chez Girondeau, ne sont pas séparées. Elles constituent au contraire un ensemble théorico-pratique dont les fonctions se renforcent et s'alimentent mutuellement. La visite aux pauvres permet certes la constitution d'un savoir de la pauvreté, mais elle est aussi un moyen de contrôle social et de vérification de l'usage de l'aide. Déjà, la réforme de 1816 du Conseil général des Hospices indiquait clairement les buts de cette classification des pauvres. Réduire le nombre d'inscrits sur le livre de la pauvreté. Je vous cite brièvement un extrait du Code administratif des hôpitaux civils, hospices et secours à domicile de la ville de Paris, 1824. La classification est une mesure nouvelle, très importante pour la meilleure application des secours et la facilité de l'administration. Si les secours sont répartis sur un très grand nombre d'individus, à peine procurent-ils à chacun un soulagement sensible. Les étendre à ceux qui n'ont pas un besoin réel, c'est les prodiguer mal à propos. C'est en disséminant sans raison, se priver de la faculté d'aider efficacement ceux à qui l'âge, les infirmités, une famille nombreuse, un dénuement absolu rendent nécessaires les secours efficaces et abondants. Vous voyez que nous avons là quelque chose que peut-être aujourd'hui nous appellerions un contrôle de la fraude sociale. Girondeau n'est pas resté dans l'histoire de la pensée comme un immense penseur de la première moitié du XIXe siècle. Néanmoins, il a été une figure extrêmement importante en tant que précurseur du droit administratif. L'époque était celle de la révolution industrielle. Aucune loi sociale n'était encore en vigueur et la misère, la pauvreté, l'indigence se développaient extrêmement rapidement. Le secours public devenait nécessaire dans un espace social. Mais le contrôle appliqué au secours est aussi un moyen de soutenir le déploiement du capitalisme industriel. Le pauvre, en effet, vend sa force de travail et il convient de s'assurer de la qualité de celle-ci. On veille aux mœurs, à l'hygiène, à la santé du pauvre, à ses conditions d'existence, parce que fondamentalement, il doit pouvoir produire un corps sain sur le marché du travail. Comme le dit Michel Foucault dans La Société punitive, je le cite, « Ce qui est dangereux, c'est l'ouvrier qui ne travaille pas assez fort, qui est paresseux, qui s'enivre, c'est-à-dire tout ce par quoi l'ouvrier pratique l'illégalisme sur son propre corps, par cette force de travail dont le patron considère qu'il est le propriétaire puisqu'il l'a acheté par le salaire et que c'est le devoir de l'ouvrier d'offrir sa force de travail sur un marché libre. Au tempora, au mores, il ne faut se garder de plaquer sur une époque la situation d'une autre. Mais les éléments qui constituent l'histoire des idées nous permettent certainement de saisir, pour notre temps, quelques fondements idéologiques qui peuvent toujours nous animer. Depuis de Girondeau jusqu'à nous, le droit social s'est constitué. Dès 1840-41, la première loi limitant le travail des enfants a ouvert une longue série de mesures concernant le travail. La Troisième République, particulièrement, a pu le réguler en limitant sa durée. Elle a contribué aussi à inscrire l'idée que le travail n'est pas une marchandise. La pauvreté s'est elle aussi transformée. Elle n'a plus aujourd'hui la forme passée de l'indigence que le visiteur du pauvre devait connaître, classer, observer et catégoriser. Alors il serait difficile, bien sûr, de mesurer l'ensemble de ce qui a changé depuis, difficile et probablement inutile, mais on peut néanmoins constater, hélas, chaque jour un peu plus, que la pauvreté et l'indigence, malgré le visiteur du pauvre, restent bien encore très présentes dans notre monde contemporain. Et je vous remercie beaucoup. Je tiens à remercier l'intervenant. Comme vous avez pu voir, j'étais tout le temps en train de le contraindre en lui disant 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. On conclut. Bravo de l'avoir fait. Je rappelle, mais je crois que le professeur Gilles le dira mieux que moi, vous devez tous faire des articles. Vous avez d'ailleurs les instructions aux auteurs qui permettent de marquer beaucoup plus que vous ne pourriez dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est important dans une intervention, c'est peut-être le substratum qui permet ensuite qu'il y ait une discussion. Alors très rapidement, je ne peux pas faire une discussion puisqu'il n'y a pas de temps. Mais je vais prendre l'exemple qui est mon... Je vais parler que de moi, hein, faut le savoir pendant toute la journée. J'ai été à la maison de Nanterre pendant 15 ans.
c'était Xavier Emmanuelli qui m'avait nommé là-bas pour que justement la réflexion éthique sur les personnes, comment dire, pauvres, et les personnes de toute l'Île-de-France qui, par la BATSA, etc., la brigade des sans-abri, étaient amenées à Nanterre. Et nous avions, au début, puisque je suis universitaire, nous avons voulu faire des travaux avec des méthodes. Donc je me suis tourné sur un sociologue qui était un bourdieuisien, Patrice. Et celui-ci m'a dit, mais il est hors de question que moi je rentre dedans, pour une bonne raison. Ce sont toutes les raisons que tu as données, donc bravo. Une catégorisation des indigents, surtout que la finalité n'est pas obligatoirement de diminuer la pauvreté, puisque au bout du temps, etc. Et en sachant que le débat est un débat qui existait du temps de la Révolution française, donc avant lui, n'est-ce pas, entre les bons et les mauvais pauvres. Donc il y a tout un problème de stigmatisation, bien sûr, de la pauvreté et des pauvres, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas le faire. Donc ça montre la difficulté éthique, justement, là, comment acquérir des connaissances, mais surtout pour que ça serve réellement, en définitive. En tout cas, bravo.